Bonjour à tous, bienvenue. C'est un nouveau grand invité de l'économie sur RFI avec nos partenaires de Jeune Afrique, le premier de cette année 2025 qui s'annonce riche en actualité sur le continent et ailleurs. Bonjour Aurélie Mbida. Bonjour Bruno et bonne année. Et vous, meilleurs vœux également. Vous êtes la chef du pôle économie de Jeune Afrique. Meilleurs vœux également à notre invité, une personnalité centrale dans l'économie camerounaise. Bonjour Célestin Tawamba. Bonjour Bruno, bonjour Aurélie, meilleurs vœux à vous. Vous êtes le patron des patrons camerounais, président du GCAM et d'un groupe de premier plan, Cadiste, présent notamment dans l'agroalimentaire et la pharmacie. Énormément de sujets à aborder avec vous, mais d'abord pour mieux vous connaître, votre parcours résumé par Aurélie. Alors Célestin Tawamba, vous êtes la figure de proue du secteur privé camerounais, connu pour votre franc-parler et vos prises de position tranchées. À 58 ans, votre parcours est jalonné de réussite entrepreneuriale, mais également de querelles dans le milieu des affaires et au-delà. Diplômé de HEC Paris et de l'université Paris-Dauphine, vous avez débuté votre carrière chez Ernst & Young avant de rejoindre en tant que directeur financier le groupe forestier Azim. Azim, du nom de votre parrain, qui vous ouvrira plus tard les portes de l'entrepreneuriat. Un patron libanais, Célestin Tawamba. Quel souvenir de ce moment, le début de votre grande histoire avec l'entrepreneuriat et avec l'entreprise? Oui, effectivement, M. Azim était mon parrain, c'était pas simplement mon patron. C'est un père qui m'a appris l'économie réelle, qui m'a appris également des valeurs. Les valeurs qui ont permis à me guider dans le monde de l'entreprise, notamment le respect de la parole donnée, le respect des engagements, c'est des valeurs importantes pour conduire le business. C'est en 2002, en effet, que vous décidez de franchir le pas. Vous créez La Pasta, une entreprise spécialisée dans la production de farine et de pâtes alimentaires. Après des débuts modestes, La Pasta connaît une croissance fulgurante et devient, en quelques années, un leader dans son secteur. Ce succès, selon vos proches, est attribué à votre vision stratégique et à votre capacité à convaincre aussi les banques de soutenir vos projets. Votre portefeuille s'est considérablement élargi depuis. Vous êtes aujourd'hui à la tête du groupe Cadiste Invest, un conglomérat qui représente plus de 1000 personnes et plus de 180 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2022, actif dans plusieurs secteurs, l'agro, l'industrie pharmaceutique et même l'hôtellerie. En fin d'année 2024, votre groupe fait des gros titres avec l'acquisition des minoteries du géant français Castel au Cameroun et au Congo, opération qui vous confirme comme un acteur incontournable du marché de la farine en Afrique centrale. Ce coup stratégique a autant renforcé votre image d'homme d'affaires audacieux que suscité des critiques. Certains acteurs locaux estiment que cette acquisition nuit à la concurrence et pose des questions sur la régulation du marché. Est-ce que ça vous dérange ou non d'être sous le feu des critiques? Est-ce que, au final, on se construit une sorte de carapace quand on est un grand patron? On s'habitue? Je pense que la critique, vous aussi, vous devez certainement en être victime. Mais vous savez, la critique est consubstantielle à l'action. Et si vous ne voulez pas avoir la critique, il ne faut rien faire. Le Cameroun, c'est un pays où on est souvent critiqué. Si vous comparez à d'autres pays où la critique est facile, on dit souvent ça de la France. Je dis ça pour ça. Je pense que le Cameroun, il y a plutôt beaucoup de débats. Je ne prends pas comme la critique, mais aussi la critique sert à s'améliorer. Puis Célestin Tawamba, encore plus récemment, vous avez été élu à une écrasante majorité en tant que président du groupement des entreprises du Cameroun, le GCAM, issu de la fusion entre le JCAM et l'ECAM. Cette fusion a été saluée par vos partisans, mais certains y voient aussi une manière pour vous de renforcer votre influence personnelle et de prolonger votre mandat en tant que patron des patrons. Il faut dire que si vous avez souvent prêté flanc à la critique, c'est aussi parce que votre franc-parler et votre style plutôt direct de leadership font partie de votre signature. En 2022, par exemple, vous n'avez pas hésité à menacer de poursuites judiciaires une chaîne de télévision locale après des propos que vous jugiez diffamatoires. Vous avez aussi critiqué ouvertement la gestion des infrastructures publiques, comme l'aéroport de Douala dernièrement.
n'hésitant pas à pointer du doigt des dysfonctionnements que vous estimez incompatibles avec un bon environnement des affaires compétitif. Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends, aurait dit Nelson Mandela. Pour l'instant, Célestin Tawamba, vous n'avez pas jamais vraiment perdu. Une fois peut-être quand on vous a refusé un prêt bancaire, je crois, il y a très longtemps. Mais justement, on m'a refusé des prêts bancaires, ça fait partie justement de l'apprentissage. C'est justement dans des moments où on a l'impression de perdre, peut-être financièrement, je pense qu'il y a plutôt beaucoup d'apprentissage et puis d'expérience que l'on a. Dans le monde des affaires, on a des trahisons, on a des échecs, et ça permet plutôt de se construire. Et les amis, ça aide, puisque je crois que c'est justement votre parrain qui vous a aidé au début pour obtenir la confiance des banques. Je crois que s'il n'était pas là, effectivement, je n'aurais pas pu faire tout ce que j'ai eu à faire. C'est aussi le destin. Il y a peut-être l'intelligence, mais il y a aussi la chance, il y a aussi un Dieu qui vous aide, qui vous met sur la route des bonnes personnes, aussi les mauvaises, justement, qui vous permettent de tirer les leçons de ces échecs-là. Sur un plan plus personnel, vos collaborateurs vous décrivent comme un travailleur infatigable, constamment connecté à ces 2 ordinateurs portables, une image de sérieux, de rigueur, alliée à votre capacité à entretenir des relations avec des personnalités influentes, des figures clés comme Louis-Paul Motazé, le ministre camerounais des Finances, mais aussi en dehors des frontières du Cameroun, grâce par exemple à votre mandat de président de l'UNIPAS, l'Union des patronats d'Afrique centrale, ou encore de consul honoraire du Rwanda, nomination pour laquelle vous n'avez toutefois pas encore obtenu l'aval des autorités de votre pays. Une toute petite parenthèse, Célestin Tawamba, la politique en tant que telle, ça n'est pas pour vous. Vous n'êtes pas comme Elon Musk, par exemple, qui réussit dans son pays et qui a envie d'intervenir dans la chose publique, dans la vie publique. Je pense que l'économie prend déjà beaucoup de temps et puis c'est ce que j'ai appris. La politique est un métier. Pour l'instant, je ne sais pas faire la politique. J'essaye de faire l'économie et puis et de contribuer les deux. L'objectif étant de développer notre pays et l'Afrique. Et les deux mènent au même objectif. Chacun son job. Chacun son job. Non, mais vous avez quand même dit, pour l'instant, je ne sais pas faire. Non, je ne sais pas faire. Ben oui, on ne sait jamais. Hein. On ne peut pas définir ce que sera l'avenir. Mais ce que je sais et pour lequel j'ai la conviction, c'est faire l'économie encore de manière longtemps. Célestin Tawamba, patron des patrons camerounais, est notre grand invité de l'économie RFI Jeune Afrique. Entretien à partager et à commenter sur les réseaux sociaux de nos 2 médias, les meilleurs extraits à lire dans les colonnes de jeuneafrique.com. Célestin Tawamba, les plus belles victoires sont sans doute celles qui demandent de l'énergie et de la persévérance. Votre élection en avril 2024 à la tête du nouveau patronat camerounais fusionné, son slogan « Stronger Together », plus fort ensemble, JCAM et ECAM ensemble, à l'issue d'un long feuilleton. Il a fallu faire face à des oppositions. Pourquoi est-ce que ça a été si compliqué d'aboutir à ce résultat ? Parce que toute réforme ne se fait pas toujours sans frottement. Je voudrais juste dire que cette fusion était l'aboutissement d'un programme que j'avais proposé aux adhérents lors de mon élection en 2017. Donc cette élection n'est que l'aboutissement de la mise en œuvre d'un programme qui avait été soumis aux adhérents depuis 2017. Donc voilà. Quelles ont été les premières mesures justement que vous avez prises? Est-ce qu'il y avait des incendies à éteindre, des urgences vraiment sur lesquelles il fallait agir? Non, je pense que l'objectif était d'abord de réunir le patronat, parce que nous avons payé cher la division, c'est la scission de 2008. Donc cette fusion était d'abord quelque chose d'inédit en Afrique, et même dans le monde. En général, on a plutôt des divisions. Ça a permis de donner au patronat, je dirais, de devenir l'organisation principale, pour ne pas dire incontournable, pour justement discuter avec les pouvoirs publics et les partenaires au développement. Vous diriez que ça vous a renforcé ça a renforcé justement
la place de la voix du patronat. On parle d'une seule voix. Et vous vous sentez plus écouté Justement, d'abord, les adhérents se sentent plus rassurés parce qu'ils pensent qu'ils peuvent justement poser leurs problèmes, que nous sommes à même de soumettre leurs problèmes au gouvernement. Et puis aussi, le gouvernement est plus à l'aise. Nous sommes un peu plus consultés qu'à l'époque. On participe, on est invité à participer à la mise en œuvre d'un certain nombre de réformes, même si notre voix n'est pas toujours écoutée, mais au moins ça a l'avantage de notre avis est pris en compte. Voilà. Et puis, ça permet donc justement d'avoir un interlocuteur qui est, je vais dire, le principal interlocuteur. C'est 1000 entreprises aujourd'hui à peu près, un peu plus, qui sont... Ces 1000 entreprises, c'est quand même 80%, plus de 82% des recettes fiscales, c'est 50% du PIB. Le GECAM aujourd'hui, c'est à l'image de l'écosystème. C'est les grandes entreprises, les petites, les très petites, les associations, dont on retrouve également tous les secteurs au sein du patronat. C'est une réforme non seulement de la gouvernance, une réforme de la structure opérationnelle qui est plus proche des adhérents. Et puis aussi, nous voulons véritablement remettre l'entreprise au cœur du débat public. On va revenir plus tard sur les relations avec le gouvernement et les pouvoirs publics. On a parlé tout à l'heure de votre rachat des actifs de Castel au Cameroun et au Congo. Vous renforcez donc votre position dans le secteur de la minoterie. Pourquoi est-ce que cette acquisition est si stratégique pour votre groupe, Cadiste? Parce qu'elle vient juste consolider notre position. Nous étions déjà leaders dans ce secteur. Donc le rachat vient juste consolider cette position de leadership sans dominer. Donc, et puis nous sommes à l'heure de la ZLECAf. Il était important pour nous de faire cette opération qui n'est pas seulement une opération financière, mais c'est une opération qui nous permet d'acquérir une entreprise qui a une certaine expertise, des hommes de valeur, une histoire dont ça permet pour le groupe Cadiz de renforcer sa position dans le secteur de l'agroalimentaire, de la farine, secteur stratégique, et puis nous donner des marges de manœuvre pour accompagner les pouvoirs publics, accompagner les gouvernants, aller plus loin dans l'agriculture qui est véritablement important pour transformer notre économie. Donc nous aurons plus de marge de manœuvre pour le faire. Par ailleurs, ça fait de vous aussi un groupe de plus en plus intégré de la farine au paquet de pâtes conditionnées qui est distribué dans les commerces. La farine, c'est vraiment un produit essentiel pour la population. Selon vous, est-ce que cette acquisition devra affecter positivement les prix, la disponibilité aussi sur le marché local de la farine? Bon, déjà, je voudrais rassurer que il n'y aura aucun impact sur les prix. Vous pouvez vous en douter que la mise en œuvre d'une telle opération est soumise aux accords de la communauté CEMAC, du Conseil à la concurrence CEMAC. Donc, il y a donc un regard, une autorisation qui est donnée pour qu'une concentration comme cela soit faite. Donc, et puis c'est un produit qui est soumis à un certain regard, pour ne pas dire que c'est des prix qui sont référencés, le ministère du Commerce le suit, donc on ne peut pas faire n'importe quoi. Donc il n'y aura aucun impact sur les prix. Et c'est que nous pensons simplement que ça va nous permettre de travailler davantage pour faire en sorte qu'on puisse pas simplement nous limiter à transformer le blé, mais peut-être faire l'intégration des produits locaux, un certain nombre de céréales pour améliorer, réduire la balance de paiement et puis transformer mieux notre économie. Vous avez parlé de la zone CEMAC, vous avez des ambitions au-delà du Cameroun et du Congo. Vous avez racheté les activités de Castel. D'autres pays de la région vous intéressent? Déjà, ce rachat nous permet d'asseoir notre ambition panafricaine. Donc, étant au Congo, naturellement, nous avons pour ambition d'aller certainement un peu plus loin. De toute manière, l'Afrique centrale, le marché est relativement petit. Donc, si on veut aller au niveau de la CEAC, il est évident qu'il faut pouvoir aller vers les marchés de la RDC notamment. C'est une ambition qui fait partie de notre stratégie.
Est-ce qu'il y a un impact particulier du fait qu'un acteur local reprenne une entreprise anciennement gérée par un groupe étranger, là en l'occurrence français? Un impact, c'est pas tous les jours qu'on le rencontre, mais je voudrais quand même vous dire que j'ai eu racheté déjà Panzani, en 2005, donc c'est pas nouveau. J'ai également racheté des entreprises qui appartenaient à Sanofi dans le groupe des médicaments. Donc aujourd'hui, il se trouve que j'ai fait cette opération de rachat. Donc non, je pense que la dynamique, aujourd'hui, on assiste à des départs aux entreprises françaises, mais je crois que je pourrais donner deux explications. L'explication, premièrement, il y a des raisons stratégiques pour ces entreprises qui veulent se recentrer. C'est le cas du groupe Somdia dans la cession de ses actifs. Et puis, il y a également des questions de rentabilité. Je pense qu'aujourd'hui, les entreprises françaises, l'Afrique, le niveau de rentabilité n'est plus à la hauteur. Je prendrai l'exemple des banques, la Société Générale, qui appartient à un fonds d'investissement américain qui estime que la rentabilité n'est plus suffisante en Afrique. Donc, il y a ce désengagement. En gros, je crois que c'est des allées et venues. Les départs des entreprises françaises, c'est pas nouveau. On a vu Peugeot qui était parti du Nigeria, qui est revenu après au Maroc, en Éthiopie. En fait, la France sort par une porte et elle entre par l'autre fenêtre. Donc, en l'occurrence, pour Castel, il reste quand même bien implanté au Cameroun avec la bière. C'est la première entreprise française, premier contribuable fiscal, c'est bien un groupe français. Castel, pour ne pas le citer. Vous n'êtes pas le seul dans cette démarche. Il y a aussi votre homologue et ami ivoirien, Jean-Marie Aka, qui reprend des activités de Somdia. Cette expansion des Africains spécifiquement dans le domaine de l'agroalimentaire. C'est une démarche de souveraineté, vous pensez, à l'échelle continentale. On s'est rendu compte que l'agroalimentaire devait être géré par des Africains. Je pense que si on doit retrouver notre indépendance totale, il ne s'agit pas seulement d'une indépendance étatique, mais l'indépendance, la souveraineté va aussi de par l'aliment. Donc il faut nourrir, il faut que nous arrivions à produire ce que nous consommons et que nous consommons ce que nous produisons. Donc je salue justement cette reprise des moulins du Togo par mon homologue frère et ami Jean-Marie Aka, qui est un monsieur de très haute valeur, un homme sérieux, compétent, champion dans son secteur. Et je pense que l'acquisition au Congo, au Togo notamment, lui permettra créer de la valeur dans ce pays-là. Vous aimeriez être imité aussi dans d'autres pays de l'Afrique francophone ou anglophone d'ailleurs, hein? Imiter, nous souhaitons effectivement que nous puissions être des exemples, que d'autres puissent s'inspirer. Nous souhaitons effectivement que ça puisse arriver ailleurs, naturellement. La France, on en a parlé, qui ne quitte pas totalement le continent africain, loin de là. Écoutez ce que disait Emmanuel Macron, le président français, lors de la conférence des ambassadrices et des ambassadeurs. C'était au tout début de ce mois de janvier à Paris. Le continent africain, c'est un continent de croissance. Et là-dessus, nous sommes trop frileux. Je le dis aussi parce que quand je lis toujours la presse, les lunettes françaises sont obsédées par l'Afrique francophone. Il faut regarder l'Afrique francophone avec fierté, on y a des intérêts, on y a des amitiés chères chez les dirigeants, dans la société civile et ailleurs. Mais enfin, on a bien fait de faire le premier grand voyage depuis 25 ans du Nigeria en France il y a quelques semaines. 25 ans. Ça n'est qu'un pays à 250 millions d'habitants. Bien fait d'aller faire la première visite au Kenya. Imaginez. On a bien fait de retourner pour la deuxième fois en Éthiopie, pays de plus de 100 millions d'habitants. D'avoir consolidé une stratégie énergétique et d'investissement avec l'Afrique du Sud. Nos lunettes sur l'Afrique ne sont plus les bonnes quand on parle de l'Afrique. C'est un continent où il y a des grands émergents, il y a des potentiels de croissance formidables. Et nous sommes en train parfois de désinvestir. Les lunettes françaises ne sont plus les bonnes en Afrique, dit le président Macron. Célestin Tawamba, est-ce qu'il y a un souci aujourd'hui avec les intérêts français, ou alors est-ce que la situation est récupérable? Emmanuel Macron, qui était d'ailleurs venu dans votre pays en 2022 pour rencontrer le président Paul Biya et rencontrer aussi les représentants du patronat camerounais.
Je pense que la France connaît quelques difficultés géopolitiques en Afrique de manière générale. Difficultés qui sont plus marquées dans le Sahel et un peu de manière relative en Afrique centrale. C'est connu d'ailleurs, on le voit. Mais est-ce qu'il faut pouvoir... je pense que tout ça est lié justement à ce qu'il y a un changement d'acteur, il y a une influence qui change. Et puis, comme il a dit, effectivement, la France n'a pas tout à fait adapté son logiciel sur la gestion des problèmes africains. Donc, pour revenir justement à la France et puis à la visite du président Macron, qui est intervenu justement après la crise liée à l'impact de la crise ukrainienne, justement dans la chaîne de valeur, l'inflation que ça a induit en Afrique avec des risques alimentaires, ça a donné lieu à une belle initiative justement du président Macron avec l'initiative Farm. Et puis j'ai donc eu la chance, l'honneur de conduire le volet économique de cette mission économique du président Macron au Cameroun avec l'ambassadeur français. Et cette initiative qui a été saluée avec beaucoup d'engouement. Il y a 700 entreprises qui ont soumissionné, il y a presque 400 milliards de besoins de financement, mais à la fin, il y a uniquement 2 entreprises et 2 milliards ont pu être financés. Donc vous comprenez que le modèle de financement économique, nous aurons espéré que les modes de financement mis en place par les institutions de développement, notamment Proparco, puissent s'adapter aux besoins. Et c'est d'où justement le problème de fond que les idées, notamment françaises aujourd'hui, ne sont pas... Il n'y a pas une adéquation entre l'idée et puis la mise en œuvre. Donc, voilà. Sur un sujet voisin, la France, c'est aussi Air France. Vous avez récemment fait entendre votre voix, on dit pousser un coup de gueule d'ailleurs, contre les tarifs pratiqués par la compagnie aérienne, puis aussi la qualité des services. Peut-être que vous voulez revenir sur ce point-là ? Oh, revenir dessus. Écoutez, il ne s'agit pas d'un problème. Nous n'avons pas écrit qu'à Air France. C'était un problème qui concernait l'impact justement de transport dans l'environnement des affaires. Il se trouve que Air France était le principal acteur, notamment en ce qui concerne la desserte internationale. Nous avons attiré son attention justement sur le coût et les services. Il y a donc une adéquation entre le coût et le service. Et je pense qu'ils ont pris la pleine mesure de cela. Nous avons reçu le directeur de Air France. Il y a eu des changements qui ont été faits, notamment à Yaoundé, avec des nouveaux aéronefs, en espérant encore qu'on espère que ça va changer véritablement, parce que ce n'est pas tout à fait les dernières générations qu'on attendait. Le problème n'est pas tout à fait le même à Douala, parce que le problème n'est pas qu'Air France. C'est justement les Air France, c'était justement les ADC. Et puis, il y a aussi un problème dans la dimension, dans le transport national. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle, parce que ça a aussi un impact au niveau du développement des affaires. C'est aussi la raison pour laquelle nous avons dû saisir, pas seulement les acteurs privés que sont Air France, peut-être Camer et les ADC, mais les autorités, justement parce que c'est un problème important en ce qui concerne l'amélioration et la compétitivité de manière générale du Cameroun. Et il y a un impact psychologique très fort aussi dans la relation avec un pays quand l'une des entreprises qui le représente ne délivre pas un service jugé à la hauteur. Si Air France, entre guillemets, se comporte bien avec les Camerounais auront une vision plus positive de la France en même temps. Oui, naturellement. Je pense que la Air France, c'est aussi l'image de la France, par ailleurs. Donc, lorsqu'on prend Air France est également le porte-flambeau de la France. Donc, et on peut appliquer ça à d'autres entreprises dans d'autres secteurs, d'ailleurs. Mais pas dans d'autres entreprises, dans d'autres secteurs, en commençant par le Cameroun, puisque, comme je disais tout à l'heure, nous n'avons pas eu à pointer du doigt les services de Air France, mais aussi les services. C'est vrai que nous ne sommes pas bien placés pour nous plaindre d'Air France, parce que déjà en interne chez nous, on a déjà d'autres problèmes par rapport à notre compagnie qui a besoin aussi justement de se mettre à niveau. Célestin Tawamba, le patron des patrons camerounais et le grand invité de l'économie RFI Jeune Afrique. Revenons au secteur de l'agroalimentaire, si important, on l'a dit, en Afrique, et notamment dans votre région. L'Afrique centrale reste
largement dépendante des importations, malgré le potentiel agricole. Quelles sont, selon vous, les priorités les plus immédiates pour développer l'agro-business ? Voilà, la gestion de la production pour aboutir à un produit fini. Comment est-ce qu'on fait ? Ce qu'on fait, c'est de pouvoir mettre en œuvre les grandes idées. Aujourd'hui, je pense que ce n'est pas les idées qui manquent. Vous entendez beaucoup parler de l'import substitution, un certain nombre de choses. Il faut d'abord choisir les secteurs stratégiques et il est question de mettre les moyens, les financements dans les secteurs où nous avons des différentiels de compétitivité. Il est question, plutôt à mon sens, de travailler sur les secteurs où on a des différentiels de compétitivité. C'est en cela que l'Afrique centrale, le potentiel de l'Afrique centrale va être à la hauteur des enjeux. L'Afrique centrale reste la dernière zone économique du monde, où lorsqu'on a un taux de croissance, c'est vrai que le Cameroun se distingue, c'est la locomotive, mais le taux de croissance moyen est négatif sur les 10 dernières années. Donc, il y a la pauvreté qui augmente. Pour cela, il faut investir massivement, pas seulement au niveau des infrastructures de l'agriculture, mais aussi des infrastructures, parce que c'est un écosystème général qui va permettre d'améliorer la compétitivité des entreprises. Aujourd'hui, le problème n'est plus la création de la richesse, mais c'est plutôt la question de la compétitivité. Dans un monde, justement, qui bouge, dans un monde où l'Afrique centrale est tout petit par rapport, je veux dire, à d'autres enjeux, à d'autres espaces économiques. Donc, voilà. Vous avez ouvert le sujet sur les infrastructures et aussi finalement ce qui est lié, le déficit de financement. Mais pour vous, c'est quoi les freins qu'il faut surmonter pour construire une agriculture beaucoup plus compétitive ? On se plaint de l'état des routes, par exemple, mais qu'est-ce qu'il faut ? Quels sont les freins auxquels s'attaquer en priorité ? Premièrement, il faut une gouvernance. Une gouvernance qui soit meilleure gouvernance économique de nos activités, de nos affaires. Et, elle est valable dans tous les pays d'Afrique centrale, et je dirais même d'Afrique de manière générale. Deuxièmement, les freins, si on a des problèmes énergétiques. Il est impossible de penser qu'on peut être émergent, qu'on peut transformer notre économie, qu'on peut industrialiser sans énergie. Troisièmement, il y a les infrastructures. Pour cela, ça demande de tout faire pour qu'on oriente nos investissements vers des secteurs productifs et que l'endettement soit un endettement qui soit également fait pour des investissements productifs. Donc, je pense que le diagnostic est fait. Les bonnes idées sont là, mais c'est la mise en œuvre qui est souvent pas en phase avec les objectifs auxquels on s'est fixé. Justement, les infrastructures, la logistique portuaire en particulier, les choses commencent à bouger au Cameroun avec le développement, par exemple, du port de Kribi, où votre groupe Cadiste a implanté l'un de ses sites. Nous sommes en duplex avec le directeur de l'exploitation de ce port, Michael Mama. Bonjour. Bonjour, Monsieur Faure. Alors, Michael Mama, Cadiste arrive donc dans votre port. Qu'est-ce que ça change concrètement pour vous, pour votre entreprise à vous ? Bon, déjà, c'est un défi auquel M. Tawamba a répondu. Ça, c'est quelque chose qu'il faut savoir, parce que le port de Kribi, à l'origine, n'avait pas forcément été calibré pour pouvoir accueillir des entreprises minotières spécialisées dans son secteur d'activité. Donc il fallait répondre à un certain nombre de contraintes. Justement, je pense qu'il a évoqué la plupart des problématiques qu'il pouvait y avoir autour de ce sujet-là. Déjà, diminuer les coûts au niveau logistique. Il faut bien comprendre que les produits minotiers ont besoin d'avoir des installations très proches des quais pour pouvoir réduire au maximum les éventuelles ruptures de charge, pour avoir un outillage qui leur permet de faire des transferts immédiats. C'était malheureusement pas le cas au niveau du port de Kribi quand il a démarré son investissement. Ensuite, c'est la
parler du blé. C'est la deuxième céréale la plus consommée au Cameroun après le maïs, et 100% de la demande locale, soit 900 000 tonnes, sont importées. Donc il faut réussir à avoir des coûts compétitifs au niveau logistique pour s'assurer que tout se passe bien au niveau du marché et que l'ensemble des consommateurs puissent bénéficier de cette denrée alimentaire qui est de première nécessité assez facilement. Donc nous avons dû répondre à tout ça. Malgré les différentes contraintes qu'on pouvait avoir sur l'espace, il a foncé et il a fait l'investissement. Donc déjà pour ça on le remercie. Et ça nous a donc permis, en termes d'avantages pour le port de Kribi, de mieux asseoir encore, on va dire, notre projet industriel en réussissant à implanter diverses industries de secteurs différents, que ce soit de l'agroalimentaire, que ce soit du BTP actuellement, ou encore de plateformes logistiques. Donc il a répondu à ce défi-là. On a eu les premières commodités de blé qui ont démarré en 2023. Son usine a commencé à démarrer aussi à Kribi et à produire, malgré les différentes incertitudes que nous avons et qu'il a déjà évoquées au niveau du réseau, déjà terrestre, au niveau du réseau en énergie et au niveau éventuellement aussi de la fiscalité, de l'accompagnement qu'il peut y avoir sur ce type de zone. Donc pour nous, ça nous a permis... Michael Mama, on va faire réagir brièvement, vous restez avec nous, on va faire réagir Célestin Tawamba sur vos propos, ce port qui s'est donc adapté à l'arrivée d'un groupe industriel comme le vôtre. Non, je pense que je me suis plutôt adapté. C'est plutôt l'inverse. Ah, les deux plutôt, oui, voilà. Initialement, c'est une zone économique qu'on veut créer au niveau du port de Kribi. Mais pour cela, ça demande d'une gestion, une gouvernance qui soit plus vertueuse, qui soit plus cohérente. Vous avez vu, il a dit, il manque encore un certain nombre de choses. Au tout début, c'est encouragé, c'est un investissement structurel pour le développement de notre économie, mais qu'il manque encore un certain nombre de choses essentielles. Il faut l'aménager. Il a dit tout à l'heure, l'énergie, les infrastructures. Donc il est impossible de tirer le bénéfice optimal qu'on pourra attendre d'un port dans une telle zone sans ces infrastructures-là, sans ces investissements-là. On revient vers vous, Michael Mama, pour une autre question. Donc, on a l'importance de développer la logistique dans ce secteur de l'agroalimentaire. Est-ce que l'idée, c'est aussi de favoriser les entreprises camerounaises, de favoriser le Made in Cameroun? La logique, elle est multiple. C'est-à-dire que nous sommes dans un monde en mouvement et dans une économie globale. Le choix qui doit être fait, c'est de travailler pour l'économie camerounaise. Il y a des entrepreneurs camerounais qui ont déjà des capacités d'investissement, qui dans le secteur privé ont la maturité nécessaire pour répondre à des obligations lourdes en termes d'investissement. Nous les accompagnons et nous souhaitons qu'ils viennent s'installer au niveau de Kribi pour pouvoir leur offrir ce service-là. Pour le reste, il faut penser au transfert de compétences, au transfert de technologies, et il faut mettre l'environnement nécessaire dans cette zone économique pour pouvoir accueillir les entreprises étrangères qui pourront faire de la transformation au niveau du Cameroun et créer de la sous-traitance qui va nous permettre de nous développer aussi efficacement. Voilà l'idée en fait que nous avons derrière le port de Kribi, derrière le développement de cette zone économique-là. On parle beaucoup de concepts, import, substitution, réexportation, entre autres. L'objectif global, c'est la contribution à l'économie camerounaise et la mise en place d'un système vertueux qui va permettre ce transfert de compétences et ces transferts de capitaux. Merci, un grand merci à vous, Michael Mama, d'être intervenu dans cette émission. Michael Mama, directeur de l'exploitation du port de Kribi. Que je connais bien. Une courte question, Célestin Tawamba. Le patriotisme économique à la camerounaise qu'on évoquait il y a quelques instants, développer aussi de la sous-traitance camerounaise. Nous n'avons pas honte de dire que le patriotisme économique camerounais, c'est une marque. Nous réclamons véritablement que tout investissement, on doit d'abord penser aux Camerounais, aux investisseurs camerounais, parce que eux, quelles que soient les conditions, ils seront là pour investir et pour rester. On ne peut pas assister justement au désinvestissement qu'on voit avec les Français qui investissent au Cameroun. Donc le Camerounais, c'est son pays, c'est sa nation. Donc il est important que les politiques économiques tiennent en compte, mettent en perspective la priorité des investisseurs camerounais et africains. Une question d'Aurélie Mbida de Jeune Afrique.
L'exemple de Cadiste est intéressant. Vous avez bâti votre groupe, créé la pasta, repris Panzani. Quand on connaît un peu les bases de la gastronomie camerounaise qui repose largement sur des produits végétaux comme le mil, le manioc, les arachides, l'igname, la patate douce, le ndolé, comment avez-vous réussi à imposer les pâtes dans ce paysage? Mais il s'agit d'avoir une stratégie d'inculturation des pâtes, et je dirais, la tropicalisation de la consommation des pâtes alimentaires. Pas une stratégie d'abord. Nous avons essayé de casser ce mythe-là, parce que les pâtes étaient assimilées à un produit italien, donc il fallait casser ce mythe. Faire en sorte que, par une stratégie de prix, le rendre plus accessible aux populations. Également, quand je dis qu'on le tropicalise aujourd'hui, on ne mange plus que les pâtes avec la sauce bolognaise, avec d'autres sauces camerounaises. Et puis nous avons surtout voulu que, c'est un peu de publicité, que la pasta devienne produit national, que la pasta soit comme Coca-Cola, soit que la pasta soit pour le Cameroun, soit comme Coca-Cola pour les États-Unis. Donc, c'était cette stratégie-là que nous avons adoptée. La pasta devenant une marque camerounaise. Avec les pâtes à base de blé, justement, vous avez été en première ligne en absorbant les conséquences de la guerre en Ukraine, la montée des cours des céréales et notamment du blé. Quel a été l'impact pour vous? Est-ce qu'aujourd'hui, c'est derrière vous? Disons, derrière nous, non, parce que la crise ukrainienne, on a dit plusieurs fois, a entraîné dérèglement des chaînes de valeur, augmentation des coûts de matières premières, notamment de l'agroalimentaire. Pourquoi? Parce que l'Ukraine, la Russie, c'est des bassins de production, notamment des céréales et des engrais. Et tout cela, nous sommes, je vais dire, importateurs. L'Afrique en général, importateur. Donc, dire que c'est derrière nous, aujourd'hui, ça a installé les prix à un certain niveau. On peut plus, il y a eu une baisse, mais pas au niveau avant-guerre. Donc on a essayé de s'ajuster. C'est ce qui, justement, crée l'inflation permanente qui est là depuis l'année 2022-2021. On a un niveau d'inflation relativement élevé. Donc les conséquences de la guerre en Ukraine continuent de persister, mais à un niveau degré inférieur. Cette inflation, beaucoup de Camerounais s'en plaignent. Pour leur vie quotidienne, le contexte social est parfois compliqué. Bon, c'est pas vous qui le gérez directement, c'est plutôt du côté du gouvernement. On a aussi la problématique du carburant, des pénuries de carburant. Comment, selon vous, peut-on traiter ce problème au plus vite, ces problèmes au plus vite qui sont liés les uns aux autres, et quel peut être le rôle des entreprises en la matière? Bon, d'abord, je voulais rassurer qu'il n'y a pas eu de pénurie de carburant au Cameroun. C'est tellement déjà, je voulais rassurer. Il y en a eu, il y en a moins maintenant. Pénurie de carburant, non. À ma connaissance, non. Enfin, moi, je n'en connais pas. Bon, cela étant, alors, le rôle des entreprises c'est ce que nous faisons. C'est faire notre métier, de contribuer à la création de la richesse, d'avoir des entreprises qui sont soucieuses pas simplement de gagner de l'argent, mais aussi d'offrir des produits de qualité accessibles aux populations, de faire le volet recrutement extrêmement important au niveau de... On ne peut pas avoir une entreprise qui n'a pas un souci de maintenir l'emploi, de payer mieux ses employés. Donc la sécurité totale, l'écosystème de notre pays dépend pas seulement des pouvoirs publics, mais aussi des entreprises qui ont une mission de paix sociale. Vous parliez du recrutement face aux difficultés du pays. Beaucoup de Camerounais qualifiés préfèrent tenter leur chance à l'étranger, au Canada par exemple, plutôt que de rester au Cameroun. Vous êtes déjà exprimé sur le sujet. Pourtant, l'émigration peut avoir du bon parfois, notamment avec le phénomène de repat. Qu'est-ce que vous en pensez de ce phénomène? Écoutez, nous nous sommes exprimés sur ces départs massifs au Canada pour deux raisons. Premièrement, c'était de faire part au gouvernement canadien de cette stratégie d'immigration sélective. Parce qu'il n'était pas question pour eux de recruter des personnes qui sont en chômage, qui manquent de boulot. Il y a un système de points. Il était question plutôt d'avoir des personnes qui ont des formations, qui ont des emplois,
et qui souvent, c'est pas généralisé, partent en laissant souvent des ardoises aux entreprises. Donc, donc ils savent très bien que c'est souvent fait à l'insu des entreprises, des chefs d'entreprise. Donc du jour au lendemain, vous apprenez, on vous fait un doigt d'honneur, on est au Canada, donc voilà. C'est malsain. C'est pas, voilà, il était question de dire, c'est pas une stratégie qui est saine de la part du Congo. Mais ça interpelle aussi notre gouvernance. La gouvernance, la capacité à avoir une économie qui soit attractive, qui soit susceptible de maintenir nos compétences. Nos compétences sont formées parce que on ne peut pas mettre un mur pour empêcher aux gens de partir. Non, mais il est question de mettre en place des conditions qui permettent aux employés. Il faut vendre de rêves. Les gens doivent rêver. Mais lorsque les gens ne rêvent plus, lorsqu'en face il n'y a plus d'espérance, ça donne envie de partir. Et ça, c'est le grand problème de notre économie. L'économie camerounaise doit être plus attractive, doit donner envie de rentrer, de rester, de créer et de vivre définitivement dans le pays. Et de revenir aussi après avoir fait ses études ou avoir réussi à l'étranger. Vous constatez quand même ces phénomènes de repatriation. Comment vous jugez, si on prend des personnes très connues, les initiatives de Philippe Simot, par exemple, qui est aussi dans l'agriculture à sa manière et qui est dans la diaspora française et essaye d'inciter à revenir en Afrique, ou même, autre exemple, Yannick Noah, autre figure camerounaise qui a décidé de s'impliquer dans la vie économique de son pays? Mais nous, tout ce que nous devons faire, c'est promouvoir, faire en sorte que l'environnement des affaires se permette à ce que les entreprises puissent être plus compétitives, qu'il y ait moins de tracasseries, qu'il y ait plus d'avenir. Et justement, je suis un exemple, je suis rentré au Cameroun après mes études. Mais c'est vrai qu'en ce moment, on constate un peu moins cette envie de rentrer. Et ça pose un problème, justement, je le disais, de l'attractivité de notre économie. Et c'est ça, également, et pourtant, le combat. Philippe Simot, par exemple, il a une très très large audience sur les réseaux sociaux et il dit aux Africains et aux Camerounais en particulier, rentrez chez vous, faites du business chez vous. C'est ce que nous demandons aussi. Je le dis, j'invite les Camerounais à rentrer. Et ça veut dire que selon vous, le message ne passe pas vraiment? Le message ne passe, puisqu'il y en a quand même qui rentrent. D'accord? On ne peut pas dire que les gens ne rentrent pas. Il y en a qui rentrent, mais ils ne rentrent pas autant qu'on aurait espéré. Et voilà, et nous sommes là. Nous ne parlons pas étant de l'extérieur, nous parlons étant au Cameroun. Nous vivons ces difficultés. Il y a des opportunités également. De toute manière, à chaque fois qu'il y a des difficultés, il y a des opportunités. Il nous revient juste d'être en capacité de transformer ces difficultés-là en résultats. Il y a une autre spécificité au niveau des entreprises camerounaises. Il y a beaucoup d'entreprises familiales avec derrière, pour corollaire, la question de la succession. Est-ce que la succession dans les entreprises au Cameroun, c'est un problème où il y a un format, un schéma tout réglé? Ben c'est un problème. On assiste ces derniers temps à la première génération, qui n'ont pas su gérer la succession et qui, malheureusement, après avoir bâti des entreprises, créé de la richesse, disparaît après avec des guerres de succession. C'est ce que nous regrettons. Donc il est question pour nous d'interpeller. Aujourd'hui, c'est un sujet de cette génération, de faire en sorte que cette pérennité des entreprises est également liée à notre capacité à bien organiser la gouvernance. Cette gouvernance qui doit être améliorée aujourd'hui de votre vivant pour que demain, elle puisse pouvoir justement être pérenne. Donc c'est un problème que nous regrettons, que nous assistons, et nous devons pouvoir l'intégrer dans notre manière de gouverner aujourd'hui pour éviter que tout puisse disparaître. L'entreprise est là vous êtes là pour créer, vous êtes là pour construire, mais aussi vous devez vous assurer qu'après vous, la transmission puisse être assurée. Le Cameroun, Célestin Tawamba, ces dernières années, a été aussi pénalisé par les questions d'insécurité.
On pense à la crise anglophone, mais il y a aussi de l'insécurité dans les villes. Est-ce que c'est quelque chose qui préoccupe aujourd'hui vos entreprises ? Non, je ne pense pas que de manière... c'est vrai que c'est un fait. La question de la crise du nord-ouest et du sud-ouest a eu un moment où c'était très très élevé. C'est 30% de l'économie camerounaise qui était impactée. Mais quand même, il faut reconnaître que avec un certain nombre d'actions qui sont faites, des démarches qui sont faites soit de manière officielle ou de manière officieuse, il y a quand même une baisse de cette tension-là. Les choses ne sont pas encore revenues à niveau, mais il n'y a pas plus d'insécurité au Cameroun. Pour vous, l'attractivité du pays ne pâtit pas de cette... Pas par rapport à l'insécurité. Le Cameroun est un pays où, de manière globale, comparativement à d'autres pays, je suis à l'international, je vois, en termes d'insécurité, pas de ce côté-là. Je pense que si on devait mesurer... avoir le Cameroun, ce n'est pas sur le niveau d'insécurité qui pourrait être véritablement le problème. Nous sommes en 2025, une année d'élection présidentielle au Cameroun. Paul Biya est présenté comme le candidat naturel par ses partisans. Quelles sont les attentes du secteur privé par rapport à cette élection qui va avoir lieu dans quelques mois ? Il y a quelque temps, le président de la République disait que les élections étaient lointaines et certaines. Alors les élections sont proches et certaines. Alors, ce que nous attendons, déjà, vous voyez, le Cameroun, depuis ces dernières années, on assiste à un taux de croissance qui est relativement faible, en deçà de nos prévisions et notre potentiel. Donc, nous souhaitons que nous ayons des politiques économiques plus fortes, plus innovantes, plus agressives, qui permettent d'améliorer non seulement l'environnement des affaires, la question fiscale, une fiscalité qui soit une fiscalité de paiement, une justice qui soit plus au service des entreprises, qui soit plus juste, si je peux dire comme cela, et un investissement dans les infrastructures plus productives, une baisse de la corruption, tout cela doit permettre d'améliorer la compétitivité, la croissance de notre pays. Donc, le potentiel, à chaque fois, on dit le taux de croissance est faible. Justement, il est faible, mais parce qu'il y a une gouvernance qui, ces derniers temps, n'est pas tout à fait au niveau dont nous souhaitons. Un changement de paradigme, une refonte, un choc psychologique, opérationnel, stratégique, qui permettent véritablement à ce que l'économie soit mise au cœur de l'action politique. On voit que vous êtes particulièrement au clair au niveau des attentes du secteur privé. En 2020, vous regrettiez que Paul Biya n'impulse pas suffisamment le dialogue avec les entreprises. Est-ce que c'est toujours la même chose ou vous sentez plus écouté aujourd'hui ? Non, nous avons dit que le gouvernement n'impulsait pas. On a notamment fait état de notre position en ce qui concerne le dialogue public-privé. Et nous souhaitons justement avec cette fusion la réforme de ce dialogue public-privé qui est portée par le Premier ministre. Il y a des efforts qui sont faits aujourd'hui dans la mise en œuvre, dans ce changement de paradigme-là. Nous l'apprécions, mais il faut aller plus loin. Donc, c'est en gros ce que nous espérons également des prochaines élections. On souhaite justement que le Cameroun soit perçu comme un pays où le dialogue, les positions du patronat, ce n'est pas de l'opposition, c'est plutôt de la contribution. C'est des positions constructives, c'est ce que nous souhaitons. Donc nous ne sommes pas opposés à X, Y, mais nous voulons plutôt que le dialogue public-privé soit un dialogue qui soit constructif et qui permette véritablement à faire en sorte qu'il y ait des changements opérationnels, pratiques au sein des entreprises. Ce dialogue sur la question de la fiscalité et sa nécessaire réforme pour encourager justement l'investissement privé, quelles sont les propositions concrètes que vous avez soumises aux autorités dans ce domaine ? Bon, je pense que nous avons eu à faire beaucoup de propositions. On a fait un livre sur les réformes, nos propositions de réforme fiscale.
pour lequel une bonne partie a été mise en œuvre, en termes de nombre, mais peut-être pas en termes de qualité. Donc, pour l'instant, on a une fiscalité dont le but a été essentiellement du budget, collecté, voilà, au service du budget. Donc, nous voulons un changement de paradigme. Une fiscalité qui soit au service de l'entreprise, qui permet de créer la richesse. Pas une fiscalité qui soit confiscatoire, mais pas une fiscalité punitive, mais une fiscalité qui permette à l'entreprise de se développer. Et pour cela, il faut une gouvernance plus vertueuse. Il faut que l'État, dans la gouvernance, dans l'utilisation des services publics, montre également une certaine transparence et que les entreprises également, parce qu'il faut aussi le dire, il y a certains nombre d'entreprises qui ne sont pas vertueux, qui ont pour sport quotidien de ne pas payer les impôts dans les formels. Il y a des contrôles fiscaux pour ça. Justement, des contrôles fiscaux, d'aucuns qui sont justes et d'autres qui sont souvent un peu exagérés, pour ne pas dire qui sont disproportionnés. Et c'est la raison pour laquelle nous prenons des positions, nous faisons pas à l'État d'améliorer justement la gouvernance, améliorer la relation entre le contribuable et justement les services des impôts. Alors on a pas mal parlé de l'économie camerounaise en particulier. Élargissons à l'ensemble de la région, l'Afrique centrale confrontée à la dette publique, un ralentissement aussi général de la croissance que vous avez évoqué. Comment vous évaluez la situation actuelle alors que les dirigeants de la zone CEMAC se sont très récemment réunis et ont exprimé leurs préoccupations? C'est une deuxième fois, je pense que c'était déjà en 2017-2016, il y avait déjà une réunion comme celle-là qui a été toujours faite à l'initiative du FMI. On peut déjà s'interroger sur le fait que ce soit toujours à la demande du FMI qu'on se réunisse. Ça monte un peu, je dirais, ça manque... On est un peu trop en réaction. On est en réaction, ça manque un peu de responsabilité de nos gouvernants. Donc, cette situation-là est regrettable, elle est inquiétante. On a dit, la zone CEMAC est la zone où il y a un potentiel économique incroyable. Mais comment peut-on imaginer, c'est une anomalie économique, avoir un potentiel qui peut justement permettre d'améliorer votre balance de paiement, mais à chaque fois, vous avez des balances de paiement déficitaires. Donc, il y a un problème dans la gouvernance, je le dis encore, il y a un problème dans la gouvernance économique qui doit être plus vertueuse. Et c'est tout ça qui entraîne ces dérapages-là, l'indiscipline budgétaire qui entraîne ces problèmes-là et qui appelle justement au FMI, aux gendarmes qui vous disent attention, il y a des risques divers sur l'endettement, sur le fait que vous ne payez pas vos dettes. C'est la même chose d'une entreprise, lorsque vous avez un problème avec l'endettement qui n'est pas en relation avec votre capacité de financement, de production, ça pose un problème de déséquilibre dans la durée. Et si nous parlions du franc CFA, Aurélie Mbida? Ok, du franc CFA, certains experts appellent en effet à une dévaluation de cette monnaie pour stimuler la compétitivité notamment. Est-ce que c'est une solution envisageable ou risquée pour les économies de la sous-région selon vous? Un expert qui appelle à la dévaluation, c'est pour avoir quoi, je ne sais pas, mais ce qui est certain, c'est que dans l'Afrique profonde, il y a des messages qui arrivent par rapport, des discours, des appels justement à la sortie du franc CFA. Alors, comment, sur le principe, comment peut-on penser que encore 120 ans après, on a encore une monnaie qui s'assimile à la colonisation? Ça pose quand même un problème. Mais il ne s'agit pas de changer de nom pour changer de nom. Aujourd'hui, le CFA, c'est la parité fixe qui demande certaines contraintes, qui demande des réserves de change. Donc, nous pensons plutôt qu'il y a lieu de revoir la manière de son fonctionnement, la manière la manière avec laquelle, justement, est structuré ce franc CFA, qui demande avoir une économie qui fonctionne ensemble. Malheureusement, aujourd'hui, cette économie-là fonctionne de manière séparée. Donc, elle demande une gouvernance qui est
plus sérieuse. Et pour changer la monnaie, si vous ne voulez pas avoir une monnaie qui est gérée ou alors sous le regard de quelqu'un d'autre, notamment de la France aujourd'hui, ça vous demande une certaine discipline budgétaire. Est-ce qu'ils sont en mesure, aujourd'hui, compte tenu d'autres problèmes de corruption, problèmes justement de politique économique, un certain nombre de problèmes, est-ce qu'ils seront à même de gérer une monnaie? C'est là l'enjeu. Pourtant, on voit, vous avez pas mal d'idées et d'autres non. La réforme du franc CFA en Afrique centrale semble au point mort. Elle est aussi au point mort en Afrique de l'Ouest, où il y a des débats très similaires qui sont menés, mais en fait, il ne se passe pas grand-chose. Selon vous, qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui fait que les dirigeants ne s'emparent pas de ce sujet pour définitivement le trancher et prendre la voie qu'ils jugent commune? Parce que c'est une décision éminemment politique. C'est une décision, ça s'appelle le franc CFA, comme je disais tout à l'heure. Donc c'est une décision qui a des conséquences véritablement politiques. Mais nous pensons que pour changer, il faut être capable d'être à même de gérer, d'avoir la capacité de gérer sa monnaie. Et nous ne pensons pas qu'ils ont cette capacité-là, cette rigueur dans la gestion des biens publics pour être à même d'avoir une politique monétaire vertueuse. Célestin Tawamba, nous arrivons presque au terme de cette émission. Une actualité sûre et immédiate, c'est le retour de Donald Trump à la présidence aux États-Unis. Il annonce des politiques protectionnistes pour l'ensemble de la planète. Quel impact vous anticipez pour les économies africaines et notamment pour les exportateurs camerounais? Exportateurs camerounais, je ne vois pas beaucoup d'impact. Je pense que je ne suis pas certain que... D'abord, l'Afrique n'est pas le sujet de Donald Trump. Je pense que son sujet est éminemment économique. Compte tenu du changement des enjeux, la création de BRICS, un certain nombre de choses, son problème, c'est la Chine, qui a pris une part importante dans l'économie mondiale. C'est aujourd'hui le premier exportateur mondial. Il y a quand même des liens qui se sont tissés avec les années entre les États-Unis et l'Afrique. Entre les États-Unis et l'Afrique, mais comme je dis encore une fois, la stratégie de Trump, comme il a dit, c'est America First. Et ça peut effectivement avoir un impact sur l'AGOA, notamment, éventuellement, qui a, sur le plan économique, la mise en œuvre de cette politique de l'AGOA, de cette stratégie. Ça concerne 1800 produits, c'est 32 pays, mais c'est également un impact, ça peut avoir un impact très important au niveau des emplois, des plantations, parce que c'est des agrumes, c'est les matières premières qui sont exportées au niveau des États-Unis. Mais je pense que cet impact-là, au niveau du Canada, des Amériques en lui-même, c'est relativement mineur. Donc je n'ai pas beaucoup de crainte sur l'arrivée des États-Unis sur l'économie africaine, mais naturellement, le règle, lorsque l'Amérique tous éternue, nous sommes enrhumés. Exactement. Et le Cameroun a été suspendu de l'AGOA en 2020. Vous en avez parlé. L'AGOA, c'est l'accord commercial global entre les États-Unis et le continent. Mais apparemment, le Cameroun souhaiterait y revenir. Est-ce que c'est indispensable? Au vu de ce que vous venez de dire, il y a quand même des accords bilatéraux entre le Cameroun et les États-Unis. Est-ce que ça ne suffit pas, finalement? Indispensable, non. Moi, je retiens simplement que nous avions pensé qu'on était dans une économie avec l'OMC où il n'y a pas de barrière douanière. Mais on assiste ces dernières années à un repli identitaire, à un nationalisme total. Et puis, les États-Unis sont les champions qui ne respectent pas justement les règles de l'OMC. Ils mettent les taxes quand ça les arrange, ils enlèvent quand ils veulent. L'Afrique est cet endroit où tout le monde se côtoie, là où chacun vient se servir et puis signer des accords de libre-échange quand ça les arrange. L'Afrique doit écrire son narratif. Je pense qu'il y en a assez d'avoir une Afrique qui est à la merci des puissances, qui peuvent décider quand ils veulent, d'enlever les barrières douanières quand ils veulent, de les remettre quand ils veulent. L'Afrique
L'avenir de l'Afrique, c'est la zone de libre-échange. Et cette zone de libre-échange qui implique un commerce intra-régional qui permet à l'Afrique de dessiner son modèle économique qui tient compte de sa culture, de ses spécificités. Donc, je pense que le moment est venu à l'Afrique de ne plus dépendre tout simplement du bien vouloir des politiques étrangères. Ça fait longtemps qu'on dit ça. Et... Ça fait longtemps, c'est dommage, et c'est pour cela que nous appelons, nous invitons encore nos gouvernants à prendre la pleine mesure des enjeux. Au moment de... Le monde va vite, il y a l'intelligence artificielle, il y a tout ça. L'Afrique ne peut pas toujours être à la traîne. Donc, si nous voulons que la gouvernance économique africaine soit véritablement revue de manière holistique, de manière générale. Célestin Tawamba, l'un de vos combats principaux, on le sait, au-delà de la marche de l'économie, c'est la place des femmes au Cameroun, pas seulement dans les entreprises d'ailleurs, hein, mais dans les fonctions importantes en général. 63 ministres, par exemple, au gouvernement camerounais et secrétaire d'État, seulement 8 femmes. C'est normal ? Écoutez, ce n'est pas moi qui les nomme en attendant. Bien sûr, mais vous pouvez, ce que je suis capable de faire, au-delà même du gouvernement, dans les instances importantes du Cameroun. Est-ce que les femmes sont aujourd'hui suffisamment représentées? Je pense que non. D'ailleurs, la raison pour laquelle, en toute manière, ce qui me concerne, si je prends mon exemple pour moi, à compétence égale, hein, moi, je prendrais une femme. Et d'ailleurs, le numéro 2 de mon groupe, c'est une femme. Et pour une fois, c'est une femme qui est directrice exécutive du patronat au Cameroun. Donc, pour moi, en ce qui me concerne, je connais le rôle et la place. Et le développement de l'Afrique ne passera que lorsque nous aurons pris la pleine conscience de ce que la femme doit jouer le rôle qui lui revient. Ce n'est pas seulement un rôle dans le foyer, mais aujourd'hui, je pense, et c'est ma conviction, que les femmes ont cette capacité-là de négociation, cette rigueur, cette loyauté dont l'Afrique a besoin pour développer son économie et pour être à même de piloter et d'occuper des places importantes sur la scène nationale et internationale. Merci infiniment, Célestin Tawamba. C'est moi qui vous remercie. Merci d'être passé dans les studios de RFI pour cet entretien avec nos partenaires de Jeune Afrique. Les meilleurs passages à lire sur jeuneafrique.com. Merci Aurélie. Merci Bruno. À bientôt pour un nouveau grand invité de l'économie. Merci également à nos réalisateurs, Swell Kedir et Guillaume Munier.